écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Une première étude sur le virus Zika permet de quantifier le risque pour les femmes enceintes. Un pancréas artificiel, une découverte qui va bientôt pouvoir changer la vie de 200 000 diabétiques en France de type 1. Et puis devenir grand frère ou une grande sœur, c'est bon pour le poids d'après une étude. Et tout d'abord donc cette première étude sur le virus Zika qui permet de quantifier le risque pour les femmes enceintes. Elle a été menée par une équipe française de l'Institut Pasteur et elle montre qu'une femme infectée au premier trimestre de sa grossesse a 1% de risque d'avoir un bébé atteint de microcéphalie, soit 50 fois plus qu'en temps normal. Écoutez les précisions d'Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur. Pour les microcéphalies, c'est probablement le premier trimestre de la grossesse qui est la période la plus vulnérable. Mais il y a très vraisemblablement d'autres atteintes neurologiques possibles chez des enfants nés de mères infectées, notamment au deuxième, voire au troisième trimestre de la grossesse. Ça peut être des atteintes du système nerveux central variées. Quantitativement, je pense qu'elles représenteront à peu près autant que le groupe des microcéphalies. Mais le groupe des microcéphalies, il est relativement facile à identifier parce qu'il y a cette caractéristique des enfants qui ont des petites têtes qui peuvent être mesurées soit à l'échographie, soit visibles à la naissance. Pour les autres, comme il s'agit d'atteintes très différentes, il est difficile aujourd'hui de les caractériser et de dire si celles qui surviennent sont plus fréquentes que ce qu'on voit habituellement dans une population où il y a toujours des enfants qui naissent malheureusement avec des malformations congénitales. Une découverte qui va bientôt pouvoir changer la vie de 200 000 diabétiques en France de type 1. Un pancréas artificiel, il permettrait de réguler le taux de sucre dans le sang à la place du pancréas défaillant de ces patients. Depuis des dizaines d'années, des chercheurs du monde entier tentent de développer ce dispositif et aujourd'hui, on y est presque. 3 prototypes, dont un français, sont en ce moment testés sur des malades. Les explications de Mélanie Gomez pour Europe 1. L'objectif du pancréas artificiel est clair, rendre la vie plus facile aux diabétiques, à la fois en leur évitant d'avoir à se piquer 4 à 6 fois par jour pour contrôler leur taux de sucre, mais aussi en leur permettant de ne pas avoir à faire de piqûres d'insuline lorsque justement ce taux de sucre est trop élevé. Alors ce pancréas artificiel, c'est en fait un dispositif en 3 parties. Un mini-capteur placé sur l'abdomen du patient, une toute petite pompe à insuline collée sur le bras et un smartphone. Le tout régule le diabète du malade quasiment sans aucune intervention humaine. Une petite révolution pour le professeur Éric Renard, chef du service de diabétologie au CHU de Montpellier. Il l'a fait tester à 12 malades pendant 4 mois avec succès et il explique comment cela fonctionne. Concrètement, en fait, c'est une pompe à insuline reliée à un smartphone qui lui-même reçoit l'information en permanence sur la glycémie qui vient d'un petit capteur qu'on met sous la peau. Donc ça fait une boucle fermée, c'est-à-dire que le capteur envoie l'information sur la glycémie au smartphone qui calcule combien il faut que la pompe envoie d'insuline pour que la glycémie soit normale. Alors les quelques malades qui l'ont déjà testé le disent, le pancréas artificiel, c'est comme un retour vers l'insouciance, puisque souffrir de diabète, c'est aussi s'inquiéter en permanence de la bonne dose d'insuline, du risque d'hypoglycémie et de coma qu'il entraîne. Actuellement, au moins 3 dispositifs de ce type sont en cours de développement. Les premiers devraient être sur le marché d'ici 2017. Et puis on vous en parlait hier, la décision a été rendue concernant les autorisations de pratiquer des épilations définitives à la lumière pulsée dans les instituts de beauté. Oui, les instituts de beauté qui pratiquent ces épilations ont été condamnés à des amendes allant de 3 000 à 50 000 euros pour exercice illégal de la médecine. Ce ne sont pas les premières décisions qui vont dans ce sens en ce qui concerne la pratique des épilations définitives avec de la lumière pulsée. Le combat est acharné entre les esthéticiennes et les médecins car il faut dire que les instituts sont de plus en plus nombreux à proposer ces formules d'épilation définitive. Le marché est juteux. Le problème, c'est que les instituts franchisés se multiplient dans toutes les villes avec à la tête des personnes qui achètent ces machines, qu'ils rentabilisent avec du personnel non formé et ce sont eux qui pénalisent les esthéticiennes diplômées. Donc dans cette affaire, c'est les médecins qui ont gagné dans ce procès. Ce sont les médecins qui ont gagné. Pour être très clair. Un pharmacien suspendu pour avoir refusé la vente de contraceptifs. Ça s'est passé près de Bordeaux à Salbeuf. C'est un pharmacien de 38 ans. Il a refusé de vendre des contraceptifs prescrits par des médecins au nom de ses convictions religieuses. L'affaire a fait scandale dans cette petite ville. 2 militantes du planning familial ont essuyé une fin de non-recevoir en présentant une ordonnance pour un stérilet et une pilule du lendemain. Le planning familial en a aussitôt alerté l'ordre des médecins qui a pris une mesure de sanction à l'encontre du pharmacien. Il a été interdit d'exercer pendant une semaine. Devenir grand frère est bon pour le poids. Avoir des petits frères ou des petites sœurs permettrait de garder un poids stable et un indice de masse corporelle normal. Ce sont des résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale Pediatrics. Ce lien serait encore plus marqué quand la différence d'âge entre les enfants est de moins de 4 ans. Les chercheurs de l'Université du Michigan ont suivi plus de 697 enfants. L'explication, c'est que cette situation familiale favorise peut-être le jeu, donc l'activité, et ça limite la sédentarité. On termine avec le chiffre du jour. 23 secondes, c'est le temps moyen de parole accordé à un patient en début d'une consultation avant qu'il ne soit interrompu par le médecin. Ça fait moins d'une demi-minute quand même avant que le médecin reprenne la parole. Ce chiffre sort d'un livre qui s'appelle « Docteur écoutez » aux éditions Albin Michel.